Refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 8e émission de On refait le H, une émission bénévole faite par des fans pour les fans du HBC Nantes, émission enregistrée dans les conditions du direct au lieu unique. Chaque semaine, nous décortiquons l'actualité du H en compagnie de Mickaël, abonné depuis 2013. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Polo, bonsoir Yann et bonjour tout le monde. Et donc comme l'a dit Mickaël, bonsoir Yann également, donc administrateur du groupe Facebook HBC Nantes Family. Bonsoir Yann. Bonsoir Paul, bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Et donc en compagnie de moi-même, ancien journaliste pour le compte de la radio Sun. Au programme de cette 8e émission, nous reviendrons sur le match ou le non-match de Toulouse contre Toulouse. Et nous écouterons quelques réactions de supporters. Dans un second temps de l'émission, nous aborderons le dernier match de la N1 contre Torcy-Marne-la-Vallée. Puis nous évoquerons nos joueurs en sélection nationale. Enfin, dans un 4e point de l'émission, nous reviendrons sur le tirage de la coupe EHF. Puis dans la dernière partie de l'émission, nous ferons un bilan sur ce premier quart de saison. Mais pour commencer, nous allons donc revenir sur ce match contre Toulouse, avec une défaite 26-34 du H. Et avant de commencer à en parler avec vous, messieurs, on va écouter quelques réactions de supporters recueillies à la sortie de ce match. Le souci de ce soir, ce résultat face à Toulouse, on l'a pas vu venir. Qu'est-ce qui a manqué ce soir au H ? On n'a pas su prendre un joueur, le numéro 22. C'est lui qui a fait tout le jeu. Il met 9 buts et il en donne autant. Ça fait la différence. Puis sur la défense aussi, il y a eu des gros manques en fait. Des gros manques, effectivement. Mais un joueur aussi vif comme ça, il faut aller le chercher beaucoup plus haut à mon avis. Il faut le priver de ballon. C'est ce que j'aurais fait. Et sur les rares interceptions, on a vu des relances qui ont été répétées, très approximatives, pour pas dire quasiment impossibles. Et les joueurs s'évertuaient à aller dans ce type de relance pour au final le même taux d'échec. Tout à fait. C'est vraiment embêtant de ne pas pouvoir changer sa façon de jouer quand ça va mal. En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que par rapport au dernier match, on n'a pas l'impression de voir la même équipe. En fait, c'était pas le même jeu, c'était pas la même assurance. Aucune solution de vent. C'est vrai que les passes n'arrivaient pas. Plein de fautes de main, effectivement. On se demande pourquoi. Est-ce que c'est un excès de confiance de la part du H de se dire tiens on sort d'un gros match 6 victoires d'affilée, on se dit voilà c'est facile, eh bien non, c'est pas facile en fait. Est-ce que c'est nécessaire une piqûre de rappel comme ça avant le HF de se dire tiens là faut aussi qu'on une seule piqûre de rappel ça sera suffisant? Je pense, ça va nous suffire. Bonsoir. Votre prénom c'est Patrice, moi. Et du Moulin, alors, il a le droit peut-être de revenir, mais là, fallait le sortir. Et ce soir, je pense qu'il n'était pas dedans. Voilà. Oui, parce que même si Nielsen, c'était pas le Nielsen des grands matchs, il a quand même fait des arrêts. Oui. C'est vrai que Cyril n'était pas dedans. Et... Non, on l'a vu dès le début. Donc il y a un moment, il faut se dire, bah voilà, tant pis, ce soir, je suis pas dedans, je suis pas bien. Bah, on fait rentrer Nielsen, c'est ça, Nielsen. Voilà. C'est dommage parce que moi je voulais que ce soir il gagne absolument. Je suis vraiment déçu ce soir. Et on sent, c'est une incompréhension collective par rapport au dernier match. 9 buts d'écart, non, c'est pas normal. Puis ça s'est dessiné assez vite parce que même à la mi-temps, on a vu que c'était réglé. Tout à fait, c'était réglé. Mais c'est pas normal de prendre autant de buts à la maison. Enfin, qu'il y ait autant d'écart à la fin finalement. On pense que mentalement, je pense qu'il manque quelque chose, quoi. Il faudrait quand même... Et surtout contre des équipes plus fortes, ils n'ont pas donné la même impression. Enfin, ils arrivent à tenir la dragée, ça s'équilibre. Là, on les a sentis, au bout d'un moment, peut-être abandonner le match aussi. Voilà, faible dans la tête. Quoi. Pas assez rapide. Les autres étaient super rapides. De rapidité dans le jeu, c'est évident. C'est évident, surtout en attaque. On les a sentis un peu apathiques. Ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Après les 15 premières minutes, ils ont dit bon, bah... On lâche prise. Tout à fait. C'est pas... Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. On espère des jours meilleurs, on se dit que c'est une erreur et puis... Bah voilà, c'est des humains, et voilà, il y a des soirs ça va pas, voilà, c'est tout. Là c'est un match sans. Voilà, voilà. Et quand on va revenir, ils ont intérêt d'être là. Bon bah le rendez-vous est donné, merci beaucoup messieurs. Voilà, c'était la réaction des supporters sur ce match contre Toulouse. Vous l'aurez compris, alors messieurs, je crois que vous partagez de nombreux avis qui ont été évoqués dans ces commentaires. Ce jeu plus que chancelant du H, c'est cette première mi-temps qui était jouée par Cyril, qui avait peut-être un jour sans.
On remarque qu'on a vu Nielsen en deuxième partie, bon c'était un peu mieux mais c'était pas un grand Nielsen non plus. Un H qui avait des passes très approximatives en contre-attaque. On a l'impression en fait qu'ils cherchaient leur jeu. Alors sur les derniers matchs, on n'avait pas vu ça. Il y avait des automatismes, il y avait des réflexes, des actions qui étaient construites. Là, sur le match, on n'a pas reconnu notre équipe. C'est votre avis, messieurs? Vas-y, Mickaël. Oui. Que ce fut long ce match, que ce fut long. Moi, je dirais que ça a été une catastrophe dans la globalité. Je crois que les auditeurs que tu as interviewés l'ont relativement... Les supporters c'est les auditeurs, on va dire que c'est les auditeurs, mais les supporters l'ont bien évoqué. Pour moi, donc, ce match a été une véritable catastrophe. Je pense qu'on était bon dans aucun domaine. Si je fais une petite analyse, en attaque, on n'a pratiquement rien réussi. Comme souvent, quand on est en difficulté, on a été très stéréotypé, trop stéréotypé. Beaucoup de passages dans l'axe, du 1 contre 1, de la passe au pivot. Alors, Nico Tourna fait un match offensivement très correct, mais qu'est-ce qu'on a surutilisé cette solution. On a complètement oublié le jeu rapide, les prises d'intervalle, les décalages à l'aile. Et à chaque fois qu'on a essayé de le faire, ça a été complètement raté. Des passes à l'opposé. Tu en parlais, moi ce qui m'a choqué vraiment, enfin marqué en tout cas, ce sont ces relents sur les balles de contre-attaque, mais qui n'allaient nulle part, qui ne touchaient jamais le joueur qui était destiné à recevoir, et en plus qui était loin du joueur. Oui. Moi c'est ça qui m'a marqué. Moi c'est surtout le jeu placé, et vraiment cette sensation qu'on n'allait jamais y arriver. Et ces passes, moi j'ai eu il y a un moment je me disais, c'est pas possible, c'est le premier match de la saison, les mecs se sont rencontrés dans le vestiaire et ils ont débarqué sur le terrain, ils se connaissaient pas. Sur les jeux placés, il y a eu des jeux placés, je me suis dit c'est pas possible, les mecs ont jamais joué ensemble, tellement il y avait d'incompréhension, de ratés. Donc, et en plus, on en avait parlé lors de la dernière émission, on jouait l'avant-dernière défense. Donc normalement, on avait plutôt des possibilités. Puis comme l'évoquait un des supporters, moi j'ai eu l'impression qu'avec Luc Stein qui était à la tête, en tout cas l'organisation du jeu toulousain, que nos joueurs l'ont regardé faire. J'allais en parler juste après. Voilà, il a beau pas être grand, pas être impressionnant, il nous a mis la misère. Enfin franchement, j'ai l'impression qu'il le regardait en disant bah oui bon il va pas aller bien loin. Bah, finalement à chaque fois il y arrivait. Là encore, je vais revenir sur la dernière émission, mais pour une fois qu'on n'a pas trop raconté de conneries. Luc Stein, on l'avait évoqué et ouais je l'avais évoqué. J'avais dit que j'aime bien un joueur. Je vais dire jeter un petit coup d'œil à ce garçon, il est bon. Je m'attendais pas à ce qu'il nous piétine comme ça pendant 60 minutes. Alors du coup il y a bientôt un tirage de loto. T'as les numéros ou pas? Parce que... ouais, je donnerai ça à la fin. Au moment des pronostics. Mais sur Luc Stein, effectivement, c'est un match. Honnêtement, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur, mais je m'attendais pas à ce qu'il nous piétine à ce point-là. J'ai une petite question parce que moi j'ai pas eu la chance d'assister au match, mais j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir un heureux événement dans ma ville à la même heure. Et merci. Et bienvenue. Et je sais qu'on avait parlé donc de Luc Stein. C'est pas un gros gabarit, c'est un joueur qui est vif, mais c'est pas un gros gabarit. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Pourquoi personne n'a mis, ou est-ce qu'on n'a pas réussi à mettre de l'impact physique sur ce demi-centre pour lui mettre du parpaing et au moins l'attraper, quitte à prendre 2 minutes, mais au moins l'attraper. Quitte à faire un individuel dessus. Pourquoi ça a été un des gros soucis pour moi. On aurait peut-être pu essayer une 5-1 avec quelqu'un qui montait sur lui. Ça a été essayé. Ça a été essayé, mais bien trop tard, à partir de la 45e minute. Et le problème, c'est que c'était pas une 1-5 qu'il fallait, parce qu'en fait, le 1-5, le joueur qui était devant Stein, il se faisait éliminer en 1 contre 1 à chaque fois. Donc en fait, on se retrouvait en infériorité numérique derrière en défense. Donc ça a été catastrophique. Donc après, avec une 0-6, ça lui aurait laissé plus de latitude pour organiser le jeu, mais peut-être moins rentrer en fait. Alors la 0-6, c'est ce qu'on a proposé pendant les 3 quarts du match. Ça a pas fonctionné parce qu'il s'est baladé. On n'a pas réussi à le prendre. Et la suffisance. Je vais faire un parallèle avec Nîmes. Je me souviens de la déclaration, pour une fois que je vais pas envoyer du bois sur le garçon, sur David Tebib, le président de Nîmes, qui lorsqu'il avait été interviewé par rapport au match de Nîmes contre Créteil et la défaite
chez eux à domicile contre Créteil, avait dit que tout le monde avait fait un peu preuve de suffisance, les joueurs, l'entraîneur et le président également. Est-ce qu'il n'y a pas eu de ça? C'est une question. Hein, pour moi, je pense pas qu'il y ait eu de la suffisance. Je pense qu'on n'a pas été au rendez-vous en fait. On est passé à travers. On est passé au travers. Pour moi, on est plus passé au travers qu'il y a eu de la suffisance. Je l'ai pas vu comme ça. J'ai pas vu de la suffisance, mais à un moment donné, j'ai eu l'impression, alors c'est mon regard de supporter du haut de la tribune, qu'effectivement ils trouvaient pas la solution et qu'il y a eu un manque de. Alors soit ils pêchent par manque d'énergie parce que on arrive avant la trêve et que on fait un match par semaine. Mais voilà, il y a pas de manque d'énergie. On n'y a pas été. J'ai pas senti qu'ils ont laissé passer le match en tout cas. Quand vous dites tous les deux qu'on n'a pas trouvé la solution, est-ce que c'est pas aussi un problème de coaching, sans remettre en cause le coaching d'Alberto Entraos depuis le début de saison, puisqu'on l'a quand même souligné depuis le début, qu'il a apporté aussi quelque chose de différent de ce que faisait Thierry Henty l'année précédente. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème sur ce match-là? Si, moi je pense. Aussi, hein. Je pense parce que on parle de l'équipe qui n'a pas été au niveau, on parle des joueurs, mais pour moi Entrerios n'a pas été au niveau comme ne l'ont pas été les joueurs. Il n'a pas été capable de proposer quelque chose en attaque pour essayer de tromper cette défense toulousaine qui nous a posé problème. Il n'a pas été capable de proposer quelque chose en défense pour bloquer Luc Steins, ou alors ça a été proposé trop tard. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais il y a eu une individuelle sur 2 actions, je crois, de mémoire, qui ont été assez efficaces, puisque Luc Steins a pas... Enfin, en tout cas sur Luc Steins, Toulouse a quand même marqué, parce que Toulouse a quasiment marqué à chaque fois qu'ils sont attaqués, mais... du coup voilà pour moi Entrerios a pas proposé suffisamment en défense, comme si il n'avait pas travaillé le match. Je pense pas que ça soit vrai, mais moi c'est l'impression que ça m'a donné. Toulouse, ils ont été excellents, mais ils ont proposé du Toulouse. C'est-à-dire qu'ils ont fait exactement ce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent. Du jeu en mouvement, tout ce qu'on s'attendait. Et ben, pour moi, Entrerios a pas proposé une tactique différente pour s'adapter au jeu de Toulouse. Tu penses pas que c'est un jour sans comme on l'avait eu contre Géguet? Il y a les deux. Oui, il y a un jour sans. Mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on fait un match, on prend une volée, on n'arrive à rien. Et puis moi, clairement, c'est le sentiment que j'ai eu. C'était un jour sans, mais c'est un jour sans, mais quand même, tu prépares quelque chose. Je rejoins Mickaël sur le fait que je pense qu'effectivement, Alberto s'est peut-être dit bon, là, je vais changer ce joueur. Je vais voir si ça déclenche quelque chose, et de ne pas avoir pris conscience, il fallait quand même un vrai électrochoc, parce que nous on l'a vu venir quand même, la montée en puissance de Toulouse, et on voyait bien que le jeu il allait que dans un sens quoi, en fait. Est-ce que l'électrochoc c'est pas la défaite, comme ça avait été le cas contre Géguet, où on avait perdu 15 buts, c'est quand même... Je sais pas. Je sais pas. Moi cette défaite m'inquiète un peu quand même. Alors moi, ayant pas vu le match, ça m'inquiète pas plus que ça, parce que Toulouse sont pas des peintres non plus. Hein. Ah non, clairement pas. Mais notre réaction a été inquiétante face à ce niveau-là. En fait, c'est pas la défaite qui m'inquiète, parce que je crois très clairement en la capacité de réaction de l'équipe et du coach. Ce qui m'inquiète un peu plus, en fait, c'est le fait qu'il y ait la trêve internationale et donc qu'il y ait du temps entre le prochain match et le match de Toulouse, et surtout d'être ailleurs, c'est dans leurs sélections respectives, en tout cas on va dire nos cadors, et ne pas penser à ça. Ouais. C'est pas cogiter. Après ça reste des professionnels, mais en tout cas tu travailles moins quand tu as des joueurs absents. Cogiter, je pense pas non plus. Je pense que la trêve va leur faire du bien. Je pense que de retrouver la sélection, c'est une autre ambiance. Voilà, on revient dans une nouvelle dynamique. C'est vrai aussi, tu as complètement raison. Je pense que de revenir avec les sélections, ils vont revenir avec du plus, d'avoir vécu autre chose. C'est toujours différent la vie en sélection. Et voilà, je pense que vraiment on va le voir. C'était un match sans. Et du coup, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, un dernier mot. Ça me fait pas plaisir, mais on est, je pense, obligé d'en parler. La performance de Cyril Dumoulin, il est passé complètement au travers. Les supporters en ont parlé. Là, on a parlé d'Entrerios. Il devait le sortir plus tôt. Dumoulin, il l'a laissé beaucoup trop longtemps. Apparemment, il y arrivait pas. Apparemment, Emile Nielsen était pas grippé, mais était un peu souffrant sur les derniers jours. Dans ces cas-là, tu prends Hoffman, tu prends un gardien capable de le remplacer. C'est comme on a discuté tous les deux. Je disais, le gars est souffrant, il est pas là, et tu fais confiance à tes jeunes. Ouais, voilà. Au pire, s'il est pas capable de remplacer, parce que là, honnêtement, Dumoulin, il est resté trop longtemps. Vous savez, j'adore Cyril, mais là, il y est pas. Et puis la stat 0 sur 21, moi c'est un super gardien, mais clairement, effectivement,
On n'a pas senti qu'il était dans le match et moi ça me faisait de la peine pour lui en fait. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'il le sorte plus vite. C'est de lui dire bon bah écoute t'es pas dedans, ça arrive, voilà. Écoute on va lancer Hoffman et puis Hoffman il aurait été surmotivé. Ouais mais sauf qu'Hoffman n'était pas sur le banc, c'était Nielsen. Mais voilà, mais bon. Justement on parlait d'Hoffman, ça nous emmène sur les jeunes et donc sur la N1 qui jouait contre Torcy Marne-la-Vallée, donc qui jouait chez Mickey. Quoi retenir de ce match aux États-Unis? Et bah, deux visages, une première période à oublier, très franchement. Donc là on s'est arrêté avec l'équipe première. Ouais, là franchement, on tient la dragée haute pendant un petit moment, on prend un 13-3 quoi. 13-3, c'est ouais. Certains diront 10-0, c'est pas comme ça, mais 10 buts quand même, ouais. 10 buts de décalage, c'est monstrueux. La première période, elle est affligeante quoi. Vous pouvez demander aux différents joueurs, aux différents protagonistes du match, parler un petit peu avec Thibaut Briet, ils disaient mais c'est honteux en fait, et ils le savent, c'est honteux la première période qu'ils ont faite. La deuxième, c'est pas la même, ils se reprennent. Ils transfigurés quoi en deuxième. Ah ben ils sont même en fin de match, ils sont à 33-30, on finit à 33-33, mais ils sont devant. Oui, ça fait des stats impressionnantes sur la deuxième partie. Ouais, très clairement. Quand on prend 10 buts en première de différence, oui. Moi je soulignerais la performance de Thibaut Briet, qui met 12 buts. C'est 12 appelé, je vais redire la même chose qu'on dit à chaque émission, mais il vient de National 3, de Rouen. Il est appelé à chaque match de l'équipe professionnelle. Alors oui, on a des blessés, mais il est quand même appelé. Il est rentré en jeu, il a même marqué. Il performe en National 1. Et Andreas Hoffman avec ses 18 arrêts. C'est les deux. Ce qui est intéressant sur Thibaut Briet, ce qui est hyper intéressant, c'est que on sent que son expérience chez les pros, ça porte ses fruits en N1 quoi. Et le mec il est dans le groupe, il bosse et c'est la preuve qu'à bosser sérieusement avec le groupe pro, et ben on s'y retrouve 12 buts sur ce match-là quoi. Mais c'est son meilleur match, Mika? En termes de stats, c'est... En termes de stats, oui. Après, ce match, je l'ai pas vu, donc j'en parlerai pas aussi bien qu'Yann. Mais 12 buts, oui, il a fait un super match. Bravo à lui. Mais moi, ce que j'aime, c'est de voir cette stat, c'est de voir que tous les efforts qu'il fait avec les pros, ça paye en N1 et ça montre que le garçon, il est en train de monter en puissance et c'est super. Ah mais c'est un super joueur qui est impliqué, alors oui il est sur un nuage et c'est normal, vous passez de National 3 à être dans l'effectif pour la Star League à chaque fois, dans l'effectif professionnel. Évidemment vous êtes sur un nuage, mais il se relâche pas pour autant. Mettre 12 buts en National 1 quand vous êtes en si grande difficulté en première mi-temps, c'est quelque chose. Donc il y a lui, et puis il y a Hoffman, dont je parle depuis le début parce que j'adore ce joueur, je trouve que c'est un gardien qui a un avenir radieux si il fait pas le con. Faut un bon entourage. C'est un ensemble sur une bonne gestion de Après, carrière. j'ai aucun doute là-dessus. Il est bien entouré, il est ultra performant. 18 arrêts, Et les autres ont un peu en dedans. Damatrin met 3 buts. Fadwil 4, je crois, si je me souviens bien. Ouais, mais après, il revient de blessure. Voilà, il revient de blessure. Mais les 3 buts de Damatrin, faut pas les prendre que comme ça. C'est que l'animation offensive, elle est désastreuse en première mi-temps. Elle est désastreuse. Et c'est Grand Labazardière qui prend à un moment donné le jeu offensif à son compte, et dont Thibaut Briet. Et c'est pas pour rien qu'il en claque 12 non plus. Non, tout à fait. Bon, alors justement, ça c'était pour le. Juste oui, un petit mot sur la N1. Donc c'est un bon résultat parce qu'à l'extérieur, Torcy Marne-la-Vallée, c'était avant le début du match, le 4e, donc c'était le 3e contre le 4e là-bas, donc c'est un bon résultat de ramener un match nul de là-bas, donc bravo les gars. Et puis tu t'en as parlé, Mathéo Fadwil qui met 4 buts. Moi je suis super content parce que c'était son retour, il était blessé et donc il est plutôt en forme, donc c'est plutôt une bonne chose. Et nous sommes 3e du championnat, 3e, et alors qu'on vient de National 2. Alors on est 3e. C'est une belle montée en performance. Un autre petit joueur aussi, enfin petit. Oui, petit, on se comprend. On se comprend. Théo Monard, qu'on a vu pas mal sur la feuille des pros en début de. C'est ton chouchou, en début Théo Monard. J'aime beaucoup. Je suis content, il a mis 4 buts. C'est la coupe de cheveux en fait qui te plaît.
Non, Monard, non, tu parles de Fadul. J'aime bien Fadul et Monard, effectivement, c'est pour ça que je voulais en parler. Il a mis 4 buts aussi, Théo, je suis content pour lui. On le voit plus sur la feuille de match parce que depuis que Roque Félio est revenu, mais voilà, il performe aussi du côté de l'un et l'un, et je suis sûr que s'il continue comme ça, on le reverra bientôt en pro. Et on le reverra en pro, et alors, pas directement là, mais je vais anticiper l'avenir. Il y a Nico Tourna qui s'en va l'année prochaine à Kielce. Monard n'a pas la qualité, le niveau de Nicolas Tourna actuellement, et donc ce ne sera pas le remplaçant de Nicolas Tourna l'année prochaine. Mais je mets quelques billets comme quoi ce sera le remplaçant de Nicolas Tourna dans quelques années. Bon, c'est un compliment qui lui est fait là, et on espère qu'il saura pour finir, il y a un prochain match qui arrive. Je sais que Yann, il va te faire plaisir. On va recevoir Lanester qui du coup est passé 4e suite aux résultats de ce week-end. Donc ça va être encore un match, le 3e contre le 4e. Ça sera à Nantes et ça sera une belle affiche où Yann y sera. Ouais, et j'embrasse Alain de Lanester pour ça. On va se retrouver avec grand plaisir, et on se verra après. C'est pas ce week-end, c'est le prochain, je crois. Ouais, c'est le 2 novembre. Voilà, c'est ça. Bon, et n'hésitez pas à y aller. Ça, c'était le match sur la N1. On évoquait du coup les pros, les pros et les ultra pros. Les ultra pros, justement, ils vont être en sélection nationale. L'occasion pour nous de revenir sur nos joueurs qui sont sélectionnés avec leur équipe nationale. Et je te laisse, Mika, évoquer le sort de chacun de ces joueurs. Alors, on va commencer par l'équipe de France. Donc, on a un représentant, Nicolas Tourna. Alors, pas des moindres, qui joue, qui est titulaire. Pas des moindres. Titulaire en équipe de France, je suis pas sûr. Enfin, qui fait beaucoup de matchs quand même. Surtout que il fait pas beaucoup de matchs. C'est ça qui est honteux. Voilà. Il a été convoqué. Il a été convoqué malheureusement, et d'ailleurs ça fait pas mal parler sur le groupe. Il n'a pas été sélectionné dès la première annonce. En fait, il a rejoint l'équipe après forfait de 2 joueurs. Ça avait fait pas mal parler parce qu'on est à peu près, je pense, tous d'accord pour dire qu'il est scandaleux de ne pas voir Nicolas Tourna parmi les meilleurs pivots de France. Maintenant, il y a un choix de Didier Dinard qui est de conserver Cédric Sorando. Voilà, c'est pas scandaleux parce que Sorando. Sur le niveau de jeu, je suis désolé. Aujourd'hui, Sorando, il peut apporter, c'est le capitaine, il apporte dans le vestiaire, mais sur le niveau de jeu, il est plus dans les 3 meilleurs. Fabregas, Karabatic, Lucas, eux sont au-dessus. Et Nico Tourna sont les 3 pivots qu'on devrait avoir en équipe de France. D'accord. Donc voilà. C'est pas 2 styles de jeu différents aussi, Nicolas Tourna et Cédric Sorando. Est-ce que c'est pas 2 pivots différents? Mais non, mais aujourd'hui, mais avec les 3 pivots qu'il y a, qui sont sélectionnés, il y a largement la diversité du jeu. Aujourd'hui, Sorando, et j'ai rien contre lui, il a fait une carrière extraordinaire. Ça a l'air d'être un bon bonhomme, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, je vais redire ce que je dis à la dernière émission, c'est entraîner, c'est prévenir, et prévenir, c'est guérir. Et Sorando, Sorando, j'ai rien contre lui, c'est un énorme joueur qui a tout gagné, qui est capitaine de l'équipe de France, qui est un joueur fabuleux. Mais c'était, voilà. Est-ce que c'est pas dur des fois pour un sélectionneur national? Surtout que c'est son pote et qu'ils ont joué ensemble, c'est ça le problème. Au-delà de ça, pour Dinard, il n'y a rien de dur. Dinard, c'est que du copinage, c'est les trucs à la con. Là, je vais y aller un peu. Je vais aller un peu au fusil, mais là, il reprend Nicolas Clerc. Alors moi, j'adore Nico, il était super loin à Nantes et tout, mais le mec, putain, ça fait des années qu'il est convoqué, qu'il branle rien en équipe de France, quoi. Le mec, à chaque fois qu'on lui a filé sa chance, le gars, il est passé à côté. Au bout d'un moment, putain, reste à Aix et va draguer des cagoles, quoi. Mais on embrasse Nico Clerc, évidemment. Mais non, on l'embrasse pas. Si, moi je l'embrasse. Et là, c'est un truc tout con. Il y a Elohim Prandi qui est un super joueur, quoi, qui est convoqué pour la première fois. Et le mec, il est convoqué quand il signe à Paris, quoi. Putain, bizarre, quoi. Alors que le gars, oui. Je suis pas sûr. Ça va être ma question. Moi, je suis pas sûr. Ça va être ma question sur la sélection nationale. Non, mais je termine. Je suis pas sûr. Je pense que même si Prandi n'avait pas signé à Paris, il aurait été pris parce qu'il est excellent. Il aurait été pris au bout d'un moment. Il aurait été pris au bout d'un moment. Je m'enflamme un peu, mais il aurait été pris au bout d'un moment. Et parce qu'il est excellent, même si toi, je sais que t'as un peu de mal avec le bonhomme, mais je reconnais le talent du joueur. Mais il aurait été pris au bout d'un moment. Mais on sait très bien qu'il y a quelques aberrations. Quand il y a Dylan Naï qui est pris, qui a 17 ans, qui a pas fait un match, ou qui a fait, on va dire, 5 secondes, oui, il y a des aberrations. 5 secondes en tant qu'ailier à Paris et qui se retrouve en équipe de France parce que il faut arrêter. Et c'est pas pour défendre Nico Tourna là-dessus, c'est juste qu'il y a des aberrations. Voilà. Et là, l'aberration, excuse-moi Paul, c'est que l'aberration, c'est que Nico Tourna est appelé parce qu'il y a la blessure, de Mahé qui est demi-centre, voire ailier gauche.
et la blessure de Dipanda qui est arrière droit. Donc on remplace un arrière droit et un demi-centre par un pivot. Alors on va nous dire que oui, parce qu'on va changer de tactique, de machin et tout. Et alors déjà on remplace... Ce qui est vrai. Oui, ce qui est vrai, mais on remplace 2 mecs par un. Appelle Mine, appelle Emerick Mine. Tu veux un demi-centre qui performe, qui est bon, appelle Mine. Est-ce que c'est pas le souci? Est-ce qu'en équipe de France, il n'y a pas une prime à l'ancienneté, à l'histoire du joueur, plutôt qu'à son niveau, à un instant T? Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas se dire, effectivement, ce joueur, il a une immense carrière, il a eu un palmarès, ça reste un excellent joueur, mais là, à l'heure actuelle, pour cette sélection-là, à ce moment-là, il y a mieux sur les terrains, en sélection, à appeler. Est-ce que c'est pas ça aussi? La vraie problème, c'est que il y a les JO qui arrivent. Et en fait, sur les sports où les JO confondre avec les géos. Hein. Non, évidemment. Pourtant, le moment gênant de Polo, il est là. Donc il y a les JO qui arrivent l'été prochain et on sait que les sports où les JO ont un impact très important, ce qui est le cas du handball, ça marche par cycle de 4 ans. Et là on arrive sur une fin de cycle et clairement les joueurs qui sont là et les anciens qui sont là vont disputer leur dernière compétition. Je suis convaincu qu'après les JO de Tokyo 2020, il va y avoir un énorme renouvellement au niveau de l'équipe de France de handball avec énormément de joueurs qui vont prendre leur retraite. On va avoir Guigou, on va avoir Sorando, on va certainement avoir Karabatic, voilà. Et là, il va y avoir beaucoup plus de place pour les jeunes, notamment, je le souhaite fortement, Emerick Mine. Mais là, Dinard, clairement, il va partir avec des anciens. Alors, pour le niveau, mais aussi pour leur faire plaisir, parce que ce sont des joueurs monstrueux. Je pense que Guigou, il y sera. Est-ce qu'aujourd'hui Guigou a le niveau de l'équipe de France? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il y sera? Est-ce qu'il y sera? Oui, il y sera pour récompenser sa carrière. Et Dinard, qui a joué avec ses joueurs, va partir là-dessus. Et la sélection, elle est faite comme ça. Et voilà, il faut s'y faire. On va passer aux autres joueurs, parce que sinon on va Arnaud. On va parler aux autres joueurs de Nantes qui sont sélectionnés, parce que sinon on va passer la soirée. Mais quand on voit un mec comme Cocheteux, qui est encore cette année le meilleur buteur du championnat, et qui n'y est pas, et qu'on appelle Guigou, qui est devenu remplaçant à Nîmes. Ça a été ça toute la carrière de Cocheteux. Hormis la dernière ou l'avant-dernière compétition, ça a été ça toute la carrière de Cocheteux. Bon, on va avancer sur les autres joueurs du coup de Nantes qui sont sélectionnés avec leur sélection nationale. Juste pour la France, le planning pour ceux qui veulent regarder, il y aura un match contre le Danemark jeudi. Donc c'est la Golden League, c'est un petit tournoi et il y aura la finale ou la 3e place en fonction du résultat de la demi-finale contre la Norvège ou l'Espagne. Alors ça c'est la France A, parce que ce soir il y avait le tournoi Tibi qui commençait, donc il y a les moins 19. Et c'est ce soir au moment où on parle. On en parle après, Yann. Alors enchaîne donc sur les sélectionnés avec l'équipe d'Espagne. Alors les Espagnols, donc on aura nos 2 ailiers, Valero et David Balaguer, qui disputeront ce même tournoi de la Golden League. Eux ils affronteront en demi-finale la Norvège et donc jeudi. Et ils affronteront donc samedi le Danemark ou la France en fonction de s'ils ont gagné ou pas. 2 sélectionnés très logiques. Hein. Oui, alors. Il manque Gourbindo avec la blessure. Oui. Ouais, mais bon, Gourbi il est blessé, c'est normal. Valero, il est quand même assez solide, sans être complètement flamboyant, il est quand même assez solide, fait quand même des bonnes performances. Bien sûr. David, je dirais pareil. Après, à son poste, David, il y a Ferran Solé qui le bloque un peu, mais j'espère qu'il aura un peu de temps de jeu. On continue. Kirill Lazarov sera le capitaine de la Macédoine qui affrontera la Géorgie 2 fois, vendredi et samedi. Donc logique, hein, Lazarov de toute façon il y sera tant qu'il aura envie d'y être. Ce capitaine, il est monstrueux, il va encore claquer des 10 buts parce que Géorgie... non, pour moi non, sa saison est pas terrible. Non, avec la Macédoine. Mais avec la Macédoine, voilà, il est historique et il jouera tant qu'il aura envie de jouer. Cavalcanti a été sélectionné avec le Portugal. Ils affronteront 2 fois l'Égypte jeudi et samedi. Donc très content pour Alexandre et plutôt mérité sur son début de saison. Et 2 matchs costauds, hein. L'Égypte c'est pas n'importe quoi. Équipe, ouais. Le Portugal, on pense à Thierry. Anti, oui évidemment. Seyamin Boric et la Ginginha aussi. Seyamin Boric a été sélectionné avec la Bosnie. Ils affronteront 2 fois le Monténégro vendredi et samedi. Donc c'est bien pour Seyamin qui a fait, je trouve, un début de saison solide au remplaçant de Nico Tourna. Je suis content pour ce joueur. On aura Rokovnicek qui a été sélectionné par la Slovénie. Ils affronteront les Pays-Bas vendredi et la Serbie dimanche. Donc c'est aussi très bien pour Rokovnicek. C'est largement mérité. Et c'est largement mérité. On va passer donc aux petits jeunes. Chez les U20, Lucas Delabretèche et Théo Monard ont été sélectionnés. Ils affronteront la Roumanie 2 fois, vendredi et samedi. Et on y arrive, Yann, au tournoi TV. Donc c'est ton chouchou. Il y a le bon chouchou, Mathéo Fadville, qui a été sélectionné. Il revient pile poil de sa blessure au bon moment. Donc avec les U18, U19.
qui dispute le tournoi Tibi. Donc il y a un match qui est en ce moment, au moment où on enregistre, voilà. Ils sont en train d'affronter la République tchèque. Et la République tchèque qui est un des outsiders en fait. Ouais, voilà, une belle équipe. Ouais, exactement. Et on n'en parle pas beaucoup en handball, mais ils ont des équipes de jeunes où ils commencent à bosser. Un peu comme le Portugal il y a quelques années, et on en voit les fruits avec le Portugal qualifié pour l'Euro, alors qu'on les avait pas vus. Complètement. Une grosse compète depuis un moment. Complètement, t'as tout à fait raison, c'est exactement ça. Et là, en fait, la République tchèque est pas favorite, mais presque favorite en fait de ce tournoi. On n'est pas devant le match, donc on sait pas combien il y a, mais on espère qu'ils vont gagner. Et il y aura 2 autres matchs dans ce tournoi. Jeudi soir, ils affronteront la Hongrie, et vendredi, le Portugal, qui a une très belle équipe aussi du côté jeune. Donc on souhaite évidemment plein de réussite à tous, surtout aux Français évidemment. Eh ben, écoutez, c'est ce qu'on leur souhaite. souhaite. Mais à tout le monde, on souhaite plein de courage à tout le monde. Ouais, et désolé Yann, on n'a pas de joueurs croates, donc voilà, on espère que les Croates feront des bons résultats. Ou pas. Ils feront. Ils feront. Après cette vue justement sur nos joueurs sélectionnés dans leur équipe respective, il y avait beaucoup d'équipes européennes. Et qui dit Europe dit tirage de la coupe EHF. Et là encore, Mika, on t'écoute à ce sujet. Alors qu'est-ce qu'il en est de ce tirage ? Eh bien, on va affronter le club d'Arendal, les Norvégiens. On a l'impression que c'est un nom de sortie de Game of Thrones. Arendal, ouais, un peu, c'est vrai. Un bon tirage, voilà. On avait évoqué la dernière fois les équipes qu'on voulait éviter. Il y avait Aix qui va. Non, moi je les voulais. Je les voulais. Oui, mais dans la logique, on veut toujours éviter le plus fort. Si on voulait éviter le plus fort c'était Aix. On les a évités. Le plus fort, c'était Aix. Chambéry les a pas évités, par exemple. Ça va faire une belle affiche. Mais par contre, qu'ils les sortent. Ouais, on va espérer que Chambéry les sorte, évidemment. Mais pour les copains de Chambéry, et puis pour Aix, parce que Aix, voilà. Bon, si on parle de notre tirage, donc Arendal, plutôt un beau tirage. On aura le match aller à domicile, donc c'est important de faire l'écart. Et puis voilà, je pense qu'on est au-dessus, mais de toute façon, on reviendra sur ce match plus dans le détail lorsque celui-ci approchera. Mais je crois que personne n'avait pronostiqué Arendal. Le plus près, géographiquement parlant, ça va être Polo qui souhaitait la Suède. Non, c'était toi qui souhaitais la Belgique. Oui. Mais la Norvège, la Suède, c'est plus près de la Norvège quand même. Non, mais toi, t'avais dit la Belgique. Oui, je te confirme. Donc, c'est toi qui avais gagné. Moi, je voulais Aix. Pourquoi j'ai gagné ? Toi, t'avais choisi un club belge dans les pronostics. Oui. Il y avait choisi un club suédois. On est tombé sur les Norvégiens. Pourquoi j'ai plus gagné que Paul Ah qui a oui, choisi d'accord. la Suède. Je prenais le truc à l'envers, moi. Pardon. Voilà. Oui. Donc, désolé pour cette confusion. Désolé. Donc voilà. Bon, c'est un bon tirage. C'est un bon tirage. On est tous d'accord là-dessus. C'est un très bon tirage. On va dire. Si on est sérieux, et on sera sérieux sur un match comme ça, parce qu'il y a des enjeux sportifs et financiers pour être dans les poules, donc on passera. On passera. Le seul souci de ce club-là, c'est s'y rendre. Logistiquement, s'y rendre. C'est pas la capitale de la Norvège. Pour y aller, c'est un peu chiant. Va falloir avoir quelques vols, quelques transports après en bus, voilà. C'est Nantes, Paris. Vol direct Oslo, puis après tu fais en bus. Oui, non, vol direct Oslo, c'est Nantes, Paris, Oslo, on voit Oslo. Toutes les connaissances de Mika en géographie. En gros, déconnes, j'étais à Oslo cet été. On va moins s'amuser que Aix. On va moins s'amuser que Aix l'année dernière en EHF quand ils ont joué en Islande et qu'ils ont mis 3 jours pour aller faire leur match. Là, c'était pire. Voilà. Mais on n'aura pas une partie de plaisir pour se déplacer. Moi, ce qui m'embête, c'est pas le match en lui-même, parce que même si on arrive fatigué là-bas, normalement on se qualifiera. C'est plus l'impact après sur le match de championnat. Si pour s'y rendre, il faut 3 jours à chaque fois. Voilà, on va être 3 jours pour aller en Norvège, Yann. On y va pour le charrette, putain. T'as vu où il est, le bled ? Mais oui, j'ai vu où il est. Sérieux, mais non, t'arrives à Oslo, après il y a 2 heures de route. C'est comme si tu disais au mec de Kiel qu'il allait jouer en SNI, quoi. Bon, la prochaine émission sera sponsorisée par Google Maps. et justement, on est excellent en géographie. Hein. Après ce tour d'horizon, justement. Venez nombreux au match, ça sera un dimanche soir. Donc c'est le week-end. Dimanche 17h, voilà. Venez nombreux. 5 € la place. Il faut qu'on marque l'écart dès le premier match, donc venez nombreux. Bon, venez nombreux. Et après ce tour d'horizon, justement sur l'Europe et la Coupe EHF, il est venu, messieurs, le temps de faire un petit bilan sur ce premier quart de saison et sur vos coups de cœur, vos coups de gueule. Quelles sont vos remarques à ce sujet ? Qui veut commencer ? Yann ? Alors je vais être sobre en fait. Ça change, oui. Au niveau du taux d'alcoolémie. Au quart du championnat, en fait, on est deuxième championnat.
Ce qui est bien, Bah, on a notre place. Parce qu'on est à notre place en fait. Et alors certains argueront qu'on n'a pas rencontré les gros, qu'on n'a pas... Ce qui est vrai. Ouais, on a rencontré Paris, on n'a pas rencontré après les autres gros, ce qui est vrai, on sait très bien qu'on a un championnat qui est un peu plus simple au niveau du calendrier que certains clubs, mais malgré tout, on reste deuxième. Le seul faux pas qu'on ait fait, c'est pas Paris, hein. Paris, on perd de 3 buts, c'est Toulouse, voilà, mais on est deuxième, on est dans l'objectif fixé depuis le début de saison. Donc d'un point de vue comptable, en tout cas, on est bien, hein, on est là où on doit être. Après, je vais plus parler du jeu. En fait, moi, je suis enthousiasmé. C'est peut-être un peu. C'est la même expression que j'avais. Mais je suis vraiment enthousiasmé par le jeu. La dernière année, on a eu les résultats, à part le mois un peu catastrophique qui fait qu'on plombe la saison. On a les résultats, mais on s'éclate quand même pas super, quoi. Hein. C'est quand on discute avec les gens autour, ils sont là, bah ouais, on gagne, mais bon, hein. Et les résultats, ça fait pas tout. On a eu des belles choses en première partie de saison l'année dernière. On a eu des très belles choses, mais là, en tout cas, on s'ennuie pas. C'est quand tu discutes avec les gens, on s'ennuie pas. Alors, j'ai pas vu la défaite, mais je pense qu'on a défaite, on s'est pas ennuyé, parce que, en tout cas, il y avait une équipe qui joue en face. On s'ennuie si on est supporter. Enfin, quand t'es supporter, c'est compliqué à vivre. Mais en tout cas, moi, oui, on s'ennuie pas. Et c'est ce côté plaisant de revenir. Je vais citer un truc, mais c'était quand on parlait à l'époque des joueurs du FC Nantes et avec Reynald de Noex qui faisait la prépa. Je sais pas si tu te souviens, il faisait la prépa du HBC Nantes. Quand Thierry Lanty était là. Et en fait, Reynald de Noex avait cette philosophie, vaut mieux perdre 3-2 que gagner 1-0. Alors logiquement, tu vois, là on vaut mieux gagner 1-0 que perdre 3-2. Et le gars expliquait en disant, bah non, mais quand tu gagnes 1-0 sur un corner ou un penalty, tu te fais chier en fait, quoi. Tu perds 3-2, t'as donné du jeu, t'as essayé de faire quelque chose, t'as créé du spectacle, et en fait tout le monde s'est amusé. Et en fait Nantes cette année, pour moi le HBC Nantes, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on a perdu contre Toulouse, on a pris une vraie valise, comme on avait pris contre Gégat en match amical. Mais là on n'a rien montré aussi. C'est pas grave, les gens en face ont montré et on peut avoir un jour sans. Et moi, en tout cas, depuis le début de saison, je m'ennuie pas. Et quand je regarde à ce bilan du premier quart, non seulement on est dans les objectifs. Alors oui, on n'a pas rencontré les très gros, comme je disais depuis le début, à part Paris, mais en tout cas, on est dans les objectifs. Et en plus, on produit du jeu. On s'amuse, voilà. Je rejoins Yann là-dessus. Moi, je trouve que, encore une fois, le match de Toulouse mis à part, mais effectivement, le jeu était construit sur des éléments différents. On avait des tirs de loin, des combinaisons, des reprises de jeu. Enfin, on a vu plein de choses différentes sur les premiers matchs qui nous enthousiasmaient. C'était vraiment le même mot que j'avais en tête sur le jeu. Des complémentarités, des échanges, des remplaçants qui venaient. Et vous l'avez souvent évoqué sur les jeunes quand ils rentraient, qui venaient mais les jeunes, c'est génial. S'intégrer dans cette équipe et qui trouvaient tout de suite leur place. Et je trouve que on a un jeu qui était assez varié pour déstabiliser tous les adversaires. Oui, donc là encore, j'ai l'impression, moi, qu'effectivement, le match de Toulouse, c'est un non-match. Ils sont passés à côté. Eh ben, écoutez, ça arrive, c'est tombé là avant la trêve. Grand bien nous fasse, voilà. T'as complètement raison, Paul. Il y a beaucoup plus de variété dans le jeu. En tout cas, moi, dans ce que j'en perçois, mais quand tu discutes avec les gens, ils ont la même perception. C'est le même sentiment. Il y a plus de variété dans le jeu. Et aussi l'intégration des jeunes, alors qui sont dus à des blessures aussi, on va pas se mentir, mais ils sont quand même intégrés. Et la dernière fois où il y a eu autant d'intégration de jeunes, c'était qui ? C'était Florian Delcroix, Nico Tourna, mais quand c'était tout jeune, en N1. Putain, mais ça remonte à longtemps. Ça remonte au match contre Berlin. Et c'est peut-être aussi parce qu'on n'avait pas de jeunes qui avaient autant de talent à ce moment-là aussi. Parce qu'on a eu nos Tourna, Lagarde, Delcroix qui sont montés. On est complètement d'accord. Mais peut-être que aussi sur les dernières années, Anti a pas fait monter de jeunes, peut-être parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Peut-être aussi. On est complètement d'accord. Quand je dis ça, c'est pas. Ce qui confirme d'ailleurs la suite de la carrière de ces jeunes-là. Si tu regardes. C'est pas pour incriminer Thierry Henry quand je dis ça. C'est juste que là, c'est plaisant à voir. Évidemment. Peut-être qu'on avait moins de joueurs titulaires qui étaient blessés, un peu moins, ce qui laissait moins d'opportunités aux jeunes à rentrer. Peut-être qu'on avait un réservoir de jeunes qui était moins là, moins impressionnant. Et là, finalement, c'est le jeu des circonstances. On a des joueurs titulaires qui sont blessés. Il faut les remplacer par des jeunes qui sont au niveau. Bon, on en profite et tant mieux. Mika, ton avis sur ce premier quart? Ouais, moi j'ai pas tout à fait la même analyse. Alors oui, j'ai pris du plaisir. Quand même, j'espère. Oui, j'ai pris du plaisir sur certains matchs. Maintenant, allez regarder ou
Allez regarder, évidemment, Polo. On est sur une émission sportive, pas sur une émission érotique, qui est ton autre émission que tu fais un peu plus tard dans la nuit. Oui, j'en fais pas la pub. Vas-y, continue. On n'en fera pas la pub ici. Donc, si j'essaye de me reconcentrer sur ce que je voulais dire... Et oui, là, on rame un peu. Ouais, non, moi j'ai pas du tout à fait la même analyse. Alors oui, on a vu beaucoup de beaux jeux, mais surtout contre des équipes plus faibles que nous. Donc ouais, pour moi ça a une part importante. Pour moi, le match face à Toulouse, il est très important dans le bilan, parce que pour moi c'était vraiment l'équipe étalon sur laquelle se jauger sur ce début de saison. Parce qu'on a eu Paris qui est bien au-dessus, et les autres équipes, nos 5 victoires, sont contre des équipes qui sont en dessous de nous. Même Saint-Raphaël, qui au moment où on les a joués, était battu par tout le monde. Tu parlais de Toulouse, l'équipe étalon ? Oui. Bah, c'est moi, même l'équipe et le talent, parce qu'en face, il n'y avait rien. Oui, mais c'était pour moi l'équipe contre laquelle il fallait montrer quelque chose. On l'a pas fait, et moi je trouve ça inquiétant. Alors oui, on a vu beaucoup de jeux très sympas, très enthousiasmants, pour reprendre votre mot, mais moi j'ai trouvé que ce jeu, on l'a souvent proposé quand on était dans une situation facile. Majoritairement, on l'a montré dans ces moments-là. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dès qu'on a connu un petit peu la difficulté, on a été relativement, pas incapable, le mot est un peu fort, mais ça a été très difficile de proposer ce jeu-là. Je prends pour exemple la première mi-temps contre Créteil. On est mis en difficulté parce que en face, il y a un gros rythme, il y a un gros impact physique. Mais on n'a pas proposé. Heureusement qu'ils jouent en face, heureusement. Mais évidemment, heureusement que ça joue. Sauf que nous, on n'a pas joué en première mi-temps contre Créteil. Oui, on est devant parce que on est plus fort, on est bien plus fort qu'eux. Dans tout ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Mais on n'a pas joué. Je termine. Contre Toulouse, qui a été beaucoup plus fort, on n'a pas été capable de trouver du jeu non plus. À chaque fois qu'on a trouvé du jeu, c'est quand on écrasait les autres. Et ça, moi, perso, ça m'inquiète. Je considère qu'on n'a pas écrasé Créteil. Moi, ce que... Non, mais dans ce que... c'est pas là qu'on a proposé le meilleur jeu non plus. Bien sûr, mais la deuxième mi-temps, elle est juste moyenne. Quand je dis que je suis complètement d'accord avec toi, c'est que pour moi, en fait, le truc, c'est pas dans le niveau de jeu qu'on peut produire, c'est dans l'implication qu'on peut avoir pour produire ce niveau de jeu. Et là, en fait, le renouvellement de l'effectif, et notre équipe est jeune, hein, elle est vraiment jeune. Oui, mais bien sûr. Et elle est jeune et elle est très nouvelle. On a 5 mecs sur les 7 quasiment qui sont dans l'équipe type. C'est que se dire, quand t'as pas cette continuité... il y a un peu la musique à côté, on est au lieu unique et il y a les danseurs hip-hop, c'est pour ça, et les collègues qui rigolent à côté. Poursuis. Quand on a ce nouvel effectif avec un renouvellement jeune, quand ça tourne, mais quand tu te retrouves dans la difficulté et que tu n'as pas des années d'expérience ensemble, en commun, mais on est d'accord. Là, on est d'accord. Et là, en fait, c'est pour ça que je dis, en fait, on est deuxième, on est à notre place. Alors, là, par rapport à l'objectif. Le comptable, il n'y a pas de problème. Et par rapport au niveau de jeu, et par rapport aussi à l'effectif qu'on a, et par rapport à la méconnaissance qu'ont les mecs entre eux, parce que ça fait, on dit un quart de championnat, donc ça fait même pas 6 mois. Parce avec la prépa. On est bien d'accord. Mais et quand cette équipe, ça va apprendre avec la solidité, et que les mecs, ça va apprendre avec le temps, l'expérience et le passé en commun. Elle peut déglinguer, mais j'ai un paquet de clubs. J'ai une petite inquiétude, mais je dis pas qu'on va pas y arriver, hein, loin de là. Moi, cette équipe, elle me plaît beaucoup. Il y a plein de joueurs que j'aime beaucoup, et je suis assez convaincu qu'à un moment, on va y arriver. Ce qui m'inquiète, c'est le mois de novembre-décembre qui arrive. Parce que là, à la rentrée de la trêve internationale, on va prendre du gros pendant tout le mois de novembre. Et on n'est pas capable d'élever notre jeu et de mentalement proposer quelque chose de mieux que ce qu'on a fait contre. Mais je pense qu'on y sera parce qu'on sera sur des clubs. Contre Toulouse, on va finir le mois on va arriver à Noël avec les fesses violettes. Mais moi je dis c'est l'inverse. Je pense moi c'est aux couleurs du club. Hein. Alors ça sera aux couleurs du club, ça sera top, mais par contre ça va piquer. Ouais, alors moi je pense qu'on sera présent parce que justement on va rencontrer des gros clubs et donc les gars en fait vont se préparer pour. Alors que là, en fait, comme t'as pas cette expérience en commun, tu te dis, mais comme Nîmes. Oui et non, parce que contre Toulouse, on savait qu'il fallait être prêt et on n'y a pas été. Oui, mais tu l'es pas mentalement, tu le sais parce que tu te dis comme Nîmes contre Créteil, tu te dis Toulouse, on va faire le match. Toulouse, ça faisait 2 matchs qui étaient énormes contre X et contre X. C'est la faute de Paul et son émission érotique, ça. Contre Aix et contre Nîmes. Vu les résultats qu'avait fait Toulouse, je suis désolé si mentalement on n'est pas capable d'être prêt pour ce match en se disant c'est
c'est un gros match, on doit être là. Et moi, c'est ce que j'attendais des joueurs. Et ils ont pas été là. Ils ont pas été là. Ça, des joueurs. Mais et c'est normal quand t'as à la pas un rentrée, passif en commun. j'espère que contre Nîmes, on sera là et qu'on proposera autre chose. Alors, parce que sinon, attention, ça peut vite mal virer. On fera pas de prono, de machin et tout, parce qu'on passe sur autre chose là. Pas ce soir, on en fera la prochaine fois. Mais par contre, je te mets la main coupée, on va les gagner là-bas. Bon, bah écoutez, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, messieurs. En tout cas, merci pour cette 8e émission. L'équipe de On refait le H fait une pause pendant la trêve. Rendez-vous le mardi 5 novembre, juste avant le match contre Nîmes. On souhaite à nos joueurs de H de performer en sélection avec leurs sélections respectives, puis de revenir avec une meilleure forme pour cette rentrée avec le Et H. très égoïstement, de ne pas se blesser. Ah oui, surtout c'est ne vous blessez surtout pas. ne pas se Non, blesser. mais alors là, t'as complètement raison. Surtout, ne vous blessez pas. Jouez pas beaucoup, peut-être, mais ne vous blessez Jouez pas. mal, sortez, jouez mal. Ne vous blessez pas, les gars, on a besoin de vous. Performez, vous ferez briller le club à l'étranger, et c'est très bien. Merci beaucoup, messieurs, et rendez-vous pour la 9e émission de On refait le H. Merci à vous. Merci, bonsoir. Bonne soirée.